Je ne doute pas un instant de la capacité de nos forces militaires à réussir leur mission. C'est le message lancé par le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, qui a rendu visite aux troupes maliennes et étrangères basées à Nara. Ça y est, c'est connu, c'est Dramane Dambélé qui est le candidat de l'ADEMA PASJ à l'élection présidentielle de juillet prochain. Il a été choisi aujourd'hui lors de la conférence nationale extraordinaire du parti. Le dossier de ce journal est consacré à la piraterie des productions artistiques et littéraires au Mali. Malgré les efforts du gouvernement et ses partenaires, le phénomène persiste, un dossier à retrouver en fin d'édition. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, chef suprême des armées, est rentré cet après-midi de Nara où il a rencontré hier les troupes maliennes et étrangères engagées dans la lutte contre les terroristes. Ce sont un bataillon renforcé de l'armée malienne et une compagnie nigériane de l'armement qui sécurise la zone. Le chef de l'État leur a apporté le soutien et les encouragements du peuple malien. Dioncounda Traoré dit ne pas douter de la capacité de nos militaires à réussir leur mission. À chacune des troupes, il a remis la somme de 2 millions de francs CFA. Le récit de nos envoyés spéciaux à Nara, Mohamed Diarra, Aliou Touré. L'image est forte et très significative. Le chef suprême des armées en contact direct avec les troupes. Une première depuis le début des opérations de reconquête des régions occupées. Le président de la République par intérim est venu apporter le soutien du peuple malien aux forces armées qui sécurisent la zone de Nara. Nous sommes au camp colonel Mohamed Ould Issa. Le commandant Mamadou Kone, chef du détachement de Nara, dirige un bataillon renforcé. Ces hommes ont pris une part active dans la sécurisation de la forêt de Ouagadougou. Le visiteur reconnaît le mérite et exhorte les troupes à la persévérance. Et je voudrais, au nom de l'ensemble du peuple malien, vous remercier et vous dire que vous êtes des vrais fils du Mali et que vous êtes les héritiers de ceux qui ont fait l'histoire de ce pays, de ceux qui ont fait l'empire du Mali, de ceux qui ont fait que ce pays est estimé et respecté dans le monde entier. Nous demandons au Tout-Puissant de vous préserver. Nous demandons au Tout-Puissant de vous préserver. Mais la situation dans laquelle nous nous trouvons, on nous l'a imposée. Et je pense que le peuple du Mali, l'armée nationale du Mali, a suffisamment de courage pour relever ces défis. Et c'est ces défis que vous êtes en train de relever avec beaucoup de dignité, avec beaucoup d'abnégation. À 500 mètres du camp se trouve une compagnie de la troupe nigériane de la MISMA. Maliens et Nigériens travaillent en symbiose pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Les Nigériens ont reçu les félicitations et les encouragements du chef de l'État par intérim. Je pense qu'il n'y a pas de mots assez forts pour dire merci quand on s'adresse à des frères qui sont venus de si loin pour venir se battre à vos côtés et mourir avec vous. Et je suis venu donc vous exprimer la reconnaissance de l'ensemble du peuple du Mali, de chaque Malien et de chaque Malien, pour ce que vous êtes en train de faire. Nous avons le devoir tous ensemble de combattre les agresseurs que sont les terroristes, les narcotrafiquants, les djihadistes, qui menacent la paix et la sécurité au Mali, dans la sous-région et sur l'ensemble du continent. Le chef suprême des armées n'a pas passé sous silence la mobilisation de la communauté internationale autour du Mali. Ça n'a jamais été vu nulle part. Certains s'engagent autour du pays et d'autres s'engagent contre le pays. Au Mali, il n'y a pas eu de fausses notes. Tout le monde est venu pour nous aider, pour nous accompagner. C'est dû à notre histoire. C'est dû à ce que nous avons fait dans le monde, à ce que nous avons accompli, à ce que vous avez accompli. Dioncounda Traoré a remis à chacune des troupes 2 millions de francs CFA, un geste apprécié à sa juste valeur par le commandement militaire. Le chef de l'État a ensuite rendu visite à la notabilité de Nara. Ensemble, ils ont fait des bénédictions pour la paix et la stabilité au Mali, avec en ligne de mire l'organisation des bonnes élections. Question sécuritaire toujours, le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, le général Tchefing Konaté, était en visite de prospection aujourd'hui à Tombouctou pour s'enquérir des meilleures conditions de redéploiement des forces de sécurité dans la région.
Après avoir visité les différentes structures, tout en ruine, le ministre, les différents directeurs centraux et le gouverneur se proposent de loger ses forces dans d'autres bâtiments. Urgence oblige. Le général Tiefin Konaté nous fait le point de sa visite au micro de nos envoyés spéciaux, Mohamed Touré, Brahima Koulibaly. L'objet donc de ma visite aujourd'hui à Tombouctou, c'était donc de venir sur le terrain, alors pour voir les conditions dans lesquelles nous pouvons recevoir très rapidement la police et la protection civile et également l'office central des stupéfiants. Il se trouve que la garde nationale et la gendarmerie nationale sont déjà présents ici, Tombouctou. Maintenant, il y a urgence à faire venir la police et la protection civile et l'office central des stupéfiants. Nous sommes donc venus en rapport avec le gouverneur et en prenant donc des directeurs centraux eux-mêmes. Nous sommes donc venus donc pour faire une prospection, pour trouver donc des locaux où donc la police et la protection civile peuvent venir rapidement s'installer et commencer à travailler aux côtés des autres forces dans le cadre donc de la lutte contre les terroristes et les narcotrafiquants. Nous avons constaté quand même que la plupart des entreprises ont été saccagées par les terroristes. Heureusement, en rapport avec le gouverneur, il nous a promis que dans les 48 heures, il va trouver quand même des locaux où on pourra faire abriter très rapidement les éléments de la police nationale, de la protection civile et l'office central de stupéfiants. Alors qu'on va quand même projeter dans les jours à venir à Tombouctou. Et donc dès que le gouverneur nous donnera le feu vert dans les 48 heures, nous allons prendre des dispositions donc pour faire donc retourner la police, la protection civile et l'office central de stupéfiants à Tombouctou. Nous reviendrons en détail sur cette visite du ministre dans nos éditions de demain. L'armée française et malienne, en collaboration avec les autorités de Gao, ont entamé hier une grande activité de sensibilisation sur les dangers liés aux engins explosifs. Collage des affichages sur les panneaux géants, distribution de dépliants aux élèves de la ville ont été les premières activités menées Drissa Koné depuis Gao. Des affiches exprimant les dangers des engins explosifs laissés par les djihadistes sont perceptibles à travers la ville de Gao. Une campagne qui permettra de sensibiliser la population des conséquences liées à leur utilisation. Il y a différentes munitions, il y a des obus, de lance-roquettes, il y a des obus de mortier, il y a des tirs-avions, il y a toutes sortes de munitions qui sont là, qui sont très dangereuses. Il y a même les explosifs, les ceintures qu'ils utilisent là. Les bidons que vous voyez là-bas, plus les seaux qui sont en bas du bidon, cela veut dire que c'est avec ces matières-là qu'ils fabriquent les ceintures qu'ils utilisent. Donc je demande à toute la population, surtout aux enfants, de ne pas s'amuser avec ces munitions. Quand ils les trouvent, ils les évitent et ils s'éloignent. Compte tenu de la situation que nous avons trouvée sur Gao, où il y avait beaucoup de munitions non explosées, il nous a paru important de commencer à travailler sur la prévention aux munitions non explosées, expliquer aux gens quelle attitude avoir, etc. Et ensuite, ça a mis un peu de temps, je sais bien, mais il a fallu que je trouve des fournisseurs pour réaliser des affiches de prévention aux UXO, aux munitions non explosées. Ces actes de sensibilisation visent à éduquer une majeure partie de la population, surtout les enfants qui sont les plus exposés. Ce tableau nous permet aujourd'hui d'instruire, de former, d'éduquer la population. Si je dis la population, jeunes et vieux, femmes et hommes, de permettre effectivement d'être fortement sensibilisés dans ce cadre précis pour leur protection, pour la protection effectivement de l'ensemble de la population. Après les affichages, le lieutenant-colonel Aldo et ses hommes se sont aussitôt rendus au lycée Yana Maïga où des dépliants ont été distribués aux élèves et leurs professeurs. Voilà des affiches bien visibles. Le colonel Mamari Koulibaly est désormais le nouveau commandant de région militaire numéro 7 de Kidal. La cérémonie de passation de commandement présidée par le colonel Moustapha Yana, inspecteur en chef par intérim de l'armée de terre, s'est déroulée au PC du fuseau ouest à Markala. Le colonel Cheikh Amala Sidibé, le sortant, a saisi l'occasion pour souhaiter à son cadet plein succès dans ses nouvelles missions. Quant au colonel Mamari Koulibaly, il dit mesurer déjà le poids de ses futures responsabilités. Voilà le colonel Mamari Koulibaly qui est désormais le nouveau commandant de région militaire numéro 7 de Kidal.
En 5e région, le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant vient de rencontrer l'ensemble des groupements féminins de Mopti. Au cours d'échanges, il a été question des difficultés auxquelles ils sont confrontés et la participation des femmes aux prochaines élections présidentielles et législatives. Mopti Yacouba Maïga. L'initiative de Madame le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant de réunir les femmes de Mopti autour d'une conférence vise à assurer leur meilleure participation dans la vie publique, politique et aux instances de prise de décision. Nous allons former les femmes, nous allons les soutenir et les appuyer pour qu'elles puissent non seulement participer aux élections présidentielles, mais qu'elles puissent être beaucoup plus nombreuses comme candidates aux élections législatives. La promotion économique des femmes est un autre défi pour le département en charge de la promotion de la femme et de l'enfant. C'est pourquoi Madame le ministre a fait le tour des stands et expositions du savoir-faire des femmes mopticiennes sur le plan alimentaire, artisanal, entre autres. Madame Alwata Ishata Sahi a aussi prêté une oreille attentive aux préoccupations des femmes des camps, celles déplacées ayant bénéficié de l'appui de ONU Femmes et du personnel de la direction régionale de la famille. Nous allons nous y mettre avec l'appui des partenaires pour que, parallèlement à l'accompagnement des femmes et des enfants déplacés, que nous puissions faire quelque chose pour les femmes, les associations des femmes de Mopti. Madame le ministre de la Famille n'a pas dérogé à la tradition en allant demander des conseils et des bénédictions pour le Mali auprès des autorités traditionnelles et religieuses de la ville. Madame Alwata Ishata Sahi s'est fait également le devoir d'aller à l'aéroport de Sévaré pour s'incliner devant la mémoire de nos vaillants soldats qui ont perdu la vie dans le crash d'hélicoptère avant le rapatriement des dépouilles mortelles à Bamako. Un autre grand titre de ce journal, Draman Dambélé, est désormais celui qui va défendre les couleurs de l'ADEMA PASJ pour l'élection présidentielle de juillet prochain. Âgé de 46 ans, il a été choisi par acclamation au cours de la conférence nationale extraordinaire du parti qui s'est tenue aujourd'hui. Le candidat de l'ADEMA dit mesurer l'ampleur du défi et compte sur l'accompagnement de toute la ruche pour arriver à la victoire. Modibo Mariko. Moins de mois après la 12e conférence nationale, le peuple de l'ADEMA se retrouve à nouveau cette fois-ci autour d'une équation à la problématique à la fois simple et compliquée. Les choix du candidat pour la présidentielle de 2013. Choisir un candidat pour présider le parti ou pour assurer le premier rôle à la tête de l'État a toujours été un exercice difficile. Le peuple ADEMA nous a envoyé des messages. Il s'agit d'intégrer la question de la crise que vit le pays comme élément fondamental, sauvegarder l'unité et la cohésion du parti, participer aux élections présidentielles avec un candidat interne, éviter d'autres fractures, d'autres déchirures qui pourraient menacer l'existence de l'ADEMA du fait d'un contexte où les partis politiques sont fortement décriés et l'ADEMA tout particulièrement. Les délégués qui ont dans de pareilles circonstances les derniers mots sont venus de toutes les régions et de l'extérieur du Mali. Des hommes et des femmes qui n'en demandaient pas moins que de comprendre les choix faits quelques jours plus tôt par les comités exécutifs avant de pouvoir les valider. Une journée de débat au sein de la ruche et le choix du comité exécutif a été confirmé par acclamation. Draman Dambélé est donc désormais celui qui va défendre les couleurs de l'ADEMA pour la présidentielle de 2013. J'accepte cette mission historique. Je voudrais saluer la grandeur affichée tout au long du processus de désignation du candidat par les aînés candidats à la candidature, aux jeunes du Mali, femmes et hommes. Le choix que vient de faire l'ADEMA est celui de la jeunesse. Cependant, nous ne saurions rien entreprendre de durable sans l'accompagnement de nos aînés. Ce choix, dis-je, montre que l'ADEMA est à l'écoute des aspirations du changement du peuple malien. La jeunesse sportive de changement l'aura donc emporté dans la ruche et le parti, selon son premier vice-président, compte sur ce qu'il a appelé ses atouts qui sont ses structures de base pour faire gagner les partis. Il a pour cela appelé à l'union sacrée autour de Draman Dambélé et l'a assuré du soutien et de l'expérience des anciens, de tous les anciens. Hors de nos frontières, des milliers de Centrafricains ont trouvé refuge en territoire congolais. En 3 mois, plus de 30 000 Centrafricains se sont exilés dans le nord de la République démocratique du Congo. Les réfugiés manquent de tout, mais fort heureusement, les organisations humanitaires sont sur place.
Ils ont fui la violence et le chaos en Centrafrique pour tenter de retrouver un semblant de vie normale. En 3 mois à peine, plus de 30 000 Centrafricains se sont exilés dans le nord de la République démocratique du Congo. La plupart ont été accueillis par des familles congolaises, d'autres se sont retrouvés dans des camps de réfugiés, comme ici, dans le village de Worobé. Izungu Laris a perdu son mari, elle tente tant bien que mal de nourrir ses enfants. Nous n'avons rien à manger ici. Il y a beaucoup de personnes et pas assez de nourriture. On a vraiment besoin de nourriture. Près de 250 Centrafricains arrivent chaque jour dans le nord du Congo. Les camps sont bondés, les réfugiés manquent de tout. Nos enfants vont mourir s'ils n'ont rien à manger. Mais ce jour-là, une visite vient redonner l'espoir aux Centrafricains. Le haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés leur promet d'améliorer leurs conditions de vie. Plus de nourriture, des salles de classe et un centre de santé. De retour à Kinshasa, Antonio Guterres a rappelé qu'une solution politique reste le moyen le plus efficace pour mettre un terme à la souffrance des populations. J'appelle à l'engagement actif de la communauté internationale pour que le Centrafrique puisse trouver rapidement une solution politique, pour que les réfugiés puissent rentrer en sécurité chez eux et pour que la région ne souffre pas d'un nouveau facteur d'instabilité. Le responsable onusien a promis de faire de son mieux pour qu'une solution politique durable soit trouvée à la crise centrafricaine. Toujours sur le continent, l'actualité nous conduit successivement en Somalie où une double attaque suicide a fait plusieurs morts. Nous ferons un tour au Cameroun où l'on a voté aujourd'hui pour élire les premiers sénateurs de l'histoire de ce pays. Nous irons également en Centrafrique pour parler cette fois-ci de l'élection de Michel Djotodia comme président de la République. Et nous terminerons par le Kenya avec des inondations qui ont fait 30 morts. Mais tout d'abord, partons en Somalie. Au moins 5 morts, c'est le bilan d'une double attaque ce dimanche en Somalie. Une attaque suicide contre un tribunal de Mogadiscio, puis, peu après, l'explosion d'une voiture piégée au passage d'un convoi humanitaire. 2 actions attribuées aux Chebab, les insurgés islamistes. Le Cameroun votait ce dimanche pour élire les premiers sénateurs de son histoire. Un Sénat pourtant prévu par la Constitution de 1996, mais jamais mis en place. Une situation d'autant plus paradoxale qu'en cas de vacance du pouvoir, c'est le président du Sénat qui est censé assurer l'intérim. Pour ces premières élections, aucune surprise à attendre. Le scrutin est indirect. Ce sont les conseillers municipaux qui votent. Et à une écrasante majorité, ils sont issus du parti du président Paul Biya. Il en avait déjà les pouvoirs, il en a désormais le titre officiel. Michel Djotodia a été élu président de la République de Centrafrique samedi, lors de la première session du Conseil national de transition. Une élection pour la forme, puisque l'ancien rebelle qui s'était proclamé président après la prise de Bangui par la Séléka était le seul candidat. Son mandat doit durer 18 mois. Il aura la lourde tâche de conduire son pays à des élections. Il a promis qu'il ne serait pas candidat à sa propre succession. Au moins 36 morts, plus de 2000 déplacés, c'est le bilan des inondations au Kenya. Des intempéries qui durent depuis 3 semaines et qui provoquent de nombreux dégâts sur les routes et parmi les habitations. Particulièrement touchées, la région côtière, l'ouest et une partie de la vallée du Rift. Le Mali, on en parle en France. La mairie de Montreuil est engagée avec les associations des communautés maliennes dans plusieurs projets de développement, notamment dans le secteur de Yélémané. Selon le maire de Montreuil, la rencontre de la diaspora malienne est une opportunité extraordinaire de définir les bases du futur développement dans le pays. Elle l'a dit au micro de Makamfing Konaté. D'abord, je suis stupéfaite et positivement époustouflée par la qualité du travail qui est fourni par les membres de la diaspora. Chacune des tables rondes a apporté des dizaines d'idées qui sont des idées nouvelles. On est sorti de la coopération à la papa. On est sorti du regard paternaliste sur le développement du Mali. Chacun a bien compris qu'il y avait parmi les ressortissants de la diaspora malienne
des techniciens, des ingénieurs, des gens qui réfléchissent comme des citoyens connaissant bien leur pays, connaissant bien les besoins de la population malienne. Et on a donc listé les besoins, les projets, les orientations, les priorités. Je crois vraiment que nous sommes bien armés pour reprendre la coopération sur de nouvelles bases, au plus près des besoins de la population. J'ai noté 2 choses essentielles. La première, c'est l'insistance des membres de la diaspora sur les questions de gouvernance. Ne pas reproduire les erreurs du passé, travailler au plus près des réalités du terrain, faire confiance aux élus locaux, et puis l'insistance aussi sur la question du développement économique. Vous avez bien noté l'insistance à dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'idées créatrices d'emplois pour répondre aux besoins de la population dans tous les territoires du Mali. Et donc, il nous est demandé d'être plus à l'écoute de ces besoins et d'accompagner les créateurs d'entreprises et leurs efforts pour trouver des marchés. Retour à l'actualité nationale, l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako a tenu hier un point de presse. L'objectif était d'expliquer le système LMD, le numerus clausus, les filières courtes de la dite faculté et les différentes débouchés. Isaac Tienou. Cette conférence de presse a pour thème sensibilisation sur le numerus clausus, le système LMD, les filières courtes et les débouchés des diplômes de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, USTTB. En organisant cette conférence, le recteur de l'USTTB a des objectifs précis. Ça rentre dans le cadre de l'information partagée avec les étudiants, les parents d'étudiants et la société civile. L'importance est que chacun sera suffisamment informé, notamment sur les 4 thèmes qu'on a débattus ici. Vous avez vu, la qualité et le nombre de questions qui ont été posées témoignent à suffisance que les gens sont intéressés par la question. Au cours de ce point de presse, le professeur Bouakar Diop, directeur de l'Institut des sciences appliquées, a expliqué les filières professionnalisantes avant que le professeur Ibrahim Maïga, vice-doyen de la faculté de médecine et d'odontostomatologie, n'éclaircisse le numerus clausus. Le système LMD a surtout retenu l'attention de l'assistance. Le LMD, c'est la mondialisation de l'enseignement supérieur, ayant pour objectif principal d'harmoniser les diplômes. Parce que vous savez, il y a une disparité des diplômes, il y a un problème de lisibilité des diplômes selon là où on est formé et selon là où on veut aller travailler. Pratiquement dans tous les pays du monde aujourd'hui, pour que les diplômes soient lisibles, ça veut dire que quand quelqu'un rentre avec un diplôme, il s'appelle licence par exemple, il n'y a pas d'ambiguïté, tout le monde interprète exactement de la même façon. Quand c'est un master, aucune ambiguïté. Les débouchés de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako sont multiples. 11e édition du Festival international des langues et des cultures. Le slogan de cette année est « Vers la paix universelle ». En chant turc, la première place a été enlevée par le Collège Horizon de Badalabougou. En poésie, c'est le Collège Horizon de Korofina qui a été classé premier à Guibou-Kouloubadi. Les Olympiades de la langue turque auront lieu en juin prochain en Turquie. 2000 élèves originaires de 140 pays vont se retrouver à Istanbul pour y participer. Ils vont concourir dans 20 disciplines telles que le chant, la poésie, le folklore, afin de s'exprimer en langue turque, mais aussi représenter les différentes cultures. Le Mali sera représenté par 38 élèves, d'où cette 11e édition du Festival international des langues et des cultures finale du Mali. Aujourd'hui, nous avons sélectionné des élèves maliens pour représenter le Mali. Pour arriver à ce point, des élèves ont passé des étapes difficiles et ils ont travaillé acharnement. Nous sommes derrière les élèves maliens qui vont en Turquie. Ils vont nous représenter aussi, pas seulement le Mali, mais aussi la Turquie pendant le festival là-bas. C'est une coopération des cultures. Pour le ministre de la Culture, cette finale de l'Olympiade de langue turque au Mali est l'expression d'un dialogue interculturel. Puisse la 11e édition du Festival des langues et des cultures jeter les bases d'un monde pluriel, respectueux de la diversité. Puisse le multilinguisme contribuer au progrès de l'humanité en créant des passerelles entre les peuples et les nations. Au finish, la première place en chanson est enlevée par le Collège Horizon de Badalabougou. En poésie, c'est le Collège Horizon de Korofina qui a été classé premier. C'est un honneur pour moi d'aller en Turquie, parce que l'année passée, j'ai participé, mais je n'ai pas gagné. Mais cette fois, c'est un grand honneur pour moi. Je remercie tout le personnel du Collège Horizon. Pour les autres, je les
encourage beaucoup pour la prochaine année. La remise de plaquettes de reconnaissance aux personnes qui ont déployé des efforts pour la promotion de la langue turque et la remise de certificats aux élèves ont été des moments forts de cette 11e édition du Festival international des langues et des cultures finale du Mali. Nous restons dans le domaine de la culture pour parler de l'existence de Dieu à travers les messages de l'univers. C'est l'intitulé d'un livre qui vient de paraître. Son auteur est un enseignant à la retraite qui s'inspire des phénomènes de la nature pour démontrer l'existence d'une force extraterrestre qu'est Dieu. Le lancement du livre, c'était ce matin au cours d'une conférence de presse. Reportage Tiemogo Konati. Ce document de 9 pages invite l'être humain à croire en l'existence de Dieu le Tout-Puissant. Son auteur, Elaï Soufi Al-Husseinidia, enseignant à la retraite, prend appui sur les phénomènes naturels tels l'air, le soleil, la lune, la pluie, l'odeur de l'homme et l'empreinte digitale. Pour lui, ces phénomènes servent d'enseignement, ce qui justifie le choix du titre « L'existence de Dieu à travers les messages de l'univers ». Je contredis les communistes qui disent que Dieu n'existe pas. Nous n'avons pas besoin, certains disent, et qui a fait Dieu? Nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin de celui qui a envoyé les prophètes. Quand nous achetons une voiture, nous n'avons pas besoin du constructeur de la voiture. Nous n'avons pas besoin de la maison. La voiture est là, elle nous plaît, nous l'achetons. L'œuvre nous invite également à la tolérance et à l'amour, des vertus indispensables à la croyance en Dieu, peu importe la religion. Que vous soyez juif, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez kafir, que vous disiez que Dieu n'existe pas, si vous êtes au soleil, vous êtes obligé de l'adorer. Les injustices dans le monde ont été soulignées par les journalistes. En réponse à ces préoccupations, l'auteur dira que l'homme lui-même est responsable. La production littéraire connaît un nouveau souffle au Mali avec encore une nouvelle parution, Devoir de conscience de Fousseini Maïga, détenteur d'un DA en droit et news du Centre Notre-Dame du Niger. Une revue où les sujets sur l'éducation, la culture, les sciences et bien d'autres sont traités. La directrice de publication s'appelle Oumou Sangaré, une jeune fille de 16 ans. Des ouvrages disponibles dans les différents kiosques de la place. Sur la crise, une large place à la culture dans ce journal, expression des femmes détenues sur la crise malienne. C'est le thème d'une journée de plaidoyer qui s'est tenue hier au Palais de la Culture de Bamako. Une journée marquée par une conférence sur le droit au jugement et une exposition vente des œuvres réalisées par les femmes détenues de Bolé. Cet événement est une initiative de la structure BK Film et ses partenaires. Compte rendu Modibo Soari. Cette journée de plaidoyer couronne ainsi 3 semaines d'exposition itinérante des œuvres des femmes détenues à travers la ville de Bamako. Une action qui se passe à un moment où notre pays traverse une crise politico-sécuritaire sans précédent. Occasion pour les détenus de la prison de Bolé de faire parler d'elles en revendiquant leur droit au jugement et contribuer également à une sortie de crise. Alors nous avons choisi de faire cette journée de plaidoyer pour les femmes détenues parce que justement l'atelier culturel au départ n'avait pas forcément pour objectif d'aboutir à ça. Mais quand on est venu vers ces femmes pour leur donner l'occasion de s'exprimer sur la crise malienne, elles se sont exprimées sur la crise malienne, mais elles en ont profité aussi pour dire quelque chose qui semble être vraiment très très important pour elles, c'est le droit au jugement. Évidemment, elles ont leur analyse là-dessus et ce message est tellement fort, tellement clair qu'on s'est dit on ne peut pas boucler ce projet sans qu'on porte haut ce message-là. La journée a été marquée par une conférence débat sur le droit au jugement. Les 2 conférenciers du jour ont tour à tour dénoncé les conditions dans lesquelles vivent les détenus avant d'insister sur leur droit à un jugement équitable. Aussi, l'assistance a eu droit à la projection d'un court-métrage de détenues mais maliennes qui dénoncent le traitement que subissent ces femmes en prison. D'une salle à une autre, ici, le public a été invité au vernissage de l'exposition vente des œuvres réalisées par les détenus après une semaine de travail artistique. En tout, pour tout, il y a 8 tableaux de Borlan, il y a 6 tableaux de peinture et 16 photos. Les filles se sont axées sur la paix et la justice. La paix par rapport à la crise malienne, la justice par rapport à leur situation et leurs conditions. Elles étaient 4 dans le Borlan, 4 dans la peinture et 4 dans la photographie.
Expression des femmes détenues sur la crise malienne, un projet conçu par la structure Beka Film, soutenu par la coopération suisse, l'ambassade de France et le palais de la culture de Bamako, se veut donc une action militante, un geste d'amour, de partage et bien évidemment de solidarité. Nous arrivons au grand format de ce journal. Au Mali, nombreux sont les artistes créateurs qui vivent difficilement de leur œuvre de création artistique et littéraire, qui sont illégalement exploités par des pirates. Malgré les différentes luttes engagées par les professionnels du secteur et l'État, le phénomène persiste. Suivons ce dossier signé Cheikh Oumar Sangaré. L'auteur d'une œuvre artistique ou littéraire a un droit, celui de la propriété de son œuvre. Un droit menacé aujourd'hui dans notre pays. La cause n'est autre que la piraterie qui prend de plus en plus des proportions inquiétantes. Le pirate est un voleur du génie et du talent d'autrui, un véritable hors-la-loi. Nous pouvons l'entendre comme le fait de dupliquer, de communiquer, de diffuser une œuvre littéraire et artistique, d'abord sans autorisation et bien sûr en violation des règles de protection prévues par la loi et les règlements en vigueur. Sous l'égide du ministère de la Culture, le Bureau malien du droit d'auteur est chargé d'organiser la créativité artistique et littéraire, protéger les ayants droit et veiller sur l'utilisation de leurs œuvres. Mais apparemment, la structure a du mal à faire face à la situation. Aucune œuvre relevant de ce domaine n'échappe à cette pratique criminelle. Une œuvre, dès lors qu'elle est achevée, je dis bien dès lors qu'elle s'achève, dans le domaine musical par exemple, aussitôt sortie de studio, aussitôt elle est piratée. Donc aujourd'hui nous sommes à un stade tel qu'aucune œuvre n'est épargnée. Alors que ce soit dans le domaine de la musique, dans le domaine du livre, dans le domaine du cinéma, donc aucun domaine n'est épargné. La situation est vraiment catastrophique. Safi Diabaté, artiste chanteuse, a particulièrement été victime de la piraterie en 2011. Ce que la piraterie nous fait aujourd'hui au Mali, ça nous tue vraiment. Nous, on demande l'aide à tout le monde pour qu'on gagne un peu sur notre cassette. En 2011, à cause de la piraterie, je n'ai pas eu la première place en Tamani à cause de la piraterie. Pour l'artiste Fatoumata Konedit Babani, il faut une conjugaison des efforts de tous pour venir à bout de ces fléaux. La piraterie au Mali, vraiment, c'est une question vraiment à voir par le gouvernement, à voir par les mélomanes et à voir aussi par nous-mêmes les artistes. Parce qu'on a tout fait, on n'arrive pas à trouver une solution. Au marché, rares sont ceux qui se prêtent à nos questions. Les quelques-uns qui acceptent d'aborder le sujet le font avec beaucoup de retenue. Pour les livres que moi je vends, je les commande de la France, et du Mali, un peu partout dans le monde. Avec les maisons d'édition du Mali, que moi je les refusé. En tout état de cause, le département de la culture, à travers le bureau malien du droit d'auteur, ne baisse pas la garde. Preuve de cette volonté, la structure organise une semaine nationale de mobilisation contre la piraterie à compter de ce lundi 15 avril. Un cri de cœur lancé par les artistes. Sport football, la 21e journée du championnat national Ligue 1 a démarré par 2 rencontres au stade de Modibo Keïta. L'AS Bakary Dian de Baraweli, en déplacement, s'est incliné 2-1 devant l'ASCO. Auparavant, le stade malien de Bamako a longuement souffert avant de venir à bout de la Jeanne d'Arc de Bamako, 3-2. Le résumé de ces 2 rencontres, c'est avec Al-Jumatina. 18e victoire pour le stade malien en 21 rencontres de Ligue 1. Mais c'est dans la douleur que ce 18e succès de l'équipe de Sotiba a été obtenu contre la Jeanne d'Arc de Bamako. Pourtant, c'est le stade malien habillé en bleu qui va prendre le match par le bon bout. Lamine Diawara, auteur d'un doublé à l'aller, échoue à la 10e minute sur penalty. Et 7 minutes plus tard, Abdoulaye Sissoko va ouvrir le score. En difficulté, la GIA va néanmoins montrer une véritable leçon de réalisme à la 34e minute. Première occasion, et c'est l'égalisation grâce à Bouakar Marikou. Le leader, rarement tenu en échec à la pause, semble accuser les coups. La GIA, beaucoup plus entreprenante, du retour des vestiaires, va prendre l'avantage à la 55e minute par Bouakar Sempara.
dont la frappe flottante de 25 mètres n'a laissé aucune chance à l'international Soumaïla Diakité. Pour la première fois de la saison, le Stade malien encaisse 2 buts en championnat. Sentant probablement sa première défaite venir, l'entraîneur stadiste Pascal Janin joue son va-tout, qui sera payant. Mamadou Koulibaly entré en cours et rétablit la parité sur penalty à la 79e minute, puis libère les siens à la 87e minute. Et c'était l'extase dans les travées du stade Modibo Keïta. 3-2 pour le Stade malien de Bamako. À 9 journées du terme, la formation de Sotiba a fait un pas supplémentaire vers le titre. Si le Stade malien joue les premiers rôles, en revanche, ce n'est pas le cas de l'association sportive de Korofina et l'AS Bakaridjan, qui luttent pour le maintien. On comprend ainsi la motivation des 2 formations, notamment les Oranges de l'ESCO, qui vont se mettre en évidence à la 13e minute par Sidiki Kourouma. Ensuite, à la 32e minute par Soumaïla Sidibé. Avant la mi-temps, Suleiman Sissoko, avec le 3e but, l'AS Bakaridjan, qui ne s'avoue pas résigné, va bien réagir en seconde période, avec à la clé la réduction du score de Diatigi Bagayou à la 50e minute, 2-1 en faveur de l'ESCO. Début reçu donc pour Bokar Koulibaly, l'ancien entraîneur de l'Union sportive de Bougouni. Sachez que cet après-midi, le Djoliba AC a battu le centre Salif Keïta par le score de 5-0. La communication électorale, enjeux et perspectives, c'est le sujet de questions d'actualité de ce dimanche soir. Les échanges portent essentiellement sur le rôle du secteur privé dans la communication électorale. Abbas Famougouri Traoré, Mariam Sey Traoré et leurs invités vous en diront davantage. Questions d'actualité, c'est juste après l'émission Ensemble pour un Mali indivisible, et le Mali indivisible dans son 41e numéro tout à l'heure après la page PMU Mali. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à tous ceux qui ont pris part à sa réalisation. Je vous donne rendez-vous pour les éditions de 10h et 13h. Pour la grande édition du soir, retrouvez Ndeye Sissoko. D'ici là, vous pouvez retrouver ce journal sur notre site www.ortm.ml. Tous derrière les forces armées et de sécurité du Mali et leurs alliés pour la victoire finale. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.